Lionel, merci déjà infiniment d'être ici avec nous pour répondre à nos questions. Tu n'as pas une présence très très importante dans les médias, alors que tu as une des paroles les plus importantes puisque tu fais partie de la Fédération française de MMA, tu la diriges. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas? Donc Lionel Brézéfin et je suis cadre technique déployé au niveau de la Fédération française de boxe et adjoint au DTN sur le dossier MMA. Est-ce que tu peux présenter la FMMAF et dire quel est un peu son champ de compétences et quel est son rôle dans le MMA en France? Donc la FMMAF est un organe de la Fédération française de boxe. Donc c'est une entité qui est dans la Fédération française de boxe et qui est en charge de tout le développement du MMA en France. Donc ça va de la formation des cadres, les passages de grade, la codification technique, jusqu'au registre compétitif où effectivement on co-organise en fait avec toutes les grandes manifestations le plateau de compétitif. Donc on est en dialogue avec les fédérations à l'étranger et aussi on travaille avec les organisations comme UFC, KSW, PFL et aussi le réseau amateur. On va essayer de rentrer maintenant un peu plus dans l'actualité. On sort d'une semaine qui a été vraiment très très riche en sport de combat. On n'a quasiment jamais vu ça en France. Le public français a été vraiment servi. Il y a eu le combat Doumbé-Baki. C'est un combat qui a été assez problématique. On l'a vu. L'issue de ce combat a poussé énormément de personnes, informées ou non, à se questionner sur le rôle de l'arbitre et le rôle qu'a eu Marc Godard dans l'arrêt de ce combat. Est-ce qu'il a été dans ce moment? Alors, les officiels, pour être sur une manifestation, doivent avoir un certain nombre de compétences. C'est obligatoire. La fédération, elle met en place un code qu'on appelle le code sportif, ou les règles techniques et de sécurité. Et on reviendra sur le mot sécurité parce qu'il est important. Et dans les règles techniques et de sécurité, il est stipulé que les arbitres doivent avoir des qualifications spécifiques. En l'occurrence, l'arbitre dont on parle, Marc Godard, était quand même le référent de la fédération internationale l'IMAF. Sur la formation, l'arbitrage et la tenue des manifestations. Et c'est aussi un des arbitres qualifiés par l'ABC, qui est l'autorité sur l'arbitrage aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'arbitrage, qui a été lui-même athlète et qui a combattu à l'UFC. Donc il y a une vraie expertise avec Marc. Et dans la décision rendue, il était en tout cas tout à fait en accord avec le code sportif. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé durant ce combat? On a Cédric Doumbé qui, à la 3e reprise, se plaint d'une gêne au niveau de l'orteil. Il se plaint, l'arbitre va lui demander, et c'est comme ça que ça fonctionne en MMA. On a très peu d'interactions, on n'a pas d'interaction entre l'athlète et l'arbitre en MMA. C'est-à-dire que si on a une interaction, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quelque chose de grave, entre guillemets. Donc la question de l'athlète, à savoir... j'ai quelque chose qui me gêne, Godard lui dit « Est-ce que tu peux reprendre? Est-ce que tu peux continuer ?» Et l'athlète doit répondre si oui ou non il peut continuer. Et du coup, il va y avoir réitération de questions et réitération de l'arbitre. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux continuer? Si on est dans une argumentation, si c'est pas suffisamment clair pour un arbitre qui est un arbitre anglophone, puisque c'est aussi la langue qui régit notre activité, l'arbitre estime que l'athlète est invalide et qu'il n'est pas en mesure de pouvoir se défendre et de pouvoir continuer en fait. Et c'est pour ça que le combat est arrêté. C'est des choses qui arrivent très rarement en MMA puisque les combattants connaissent bien en fait cette règle-là. Je m'adresse à l'arbitre que s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Si vraiment, s'il avait eu l'orteil cassé, la discussion aurait été exactement la même. Donc aujourd'hui, l'arbitre, il n'est pas en mesure de savoir si c'est cassé, si c'est une écharde, si c'est tordu, si c'est foulé. Il n'a pas constaté de traumatisme manifeste, parce que parfois on le voit, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui trébuche ou qui se tord la cheville, et donc là on aura une vigilance de l'arbitre en disant il s'est tordu la cheville, 30 secondes plus tard, il dit que ça ne va pas, ok. Ce qui n'est pas possible, c'est d'arrêter un combat, de faire quelque chose et de reprendre le combat. En MMA, il n'y a pas de compte. C'est pas comme en boxe, c'est pas comme au kick. On va pas compter et après à 8, on dit est-ce que vous voulez repartir et on repart. Il n'y a pas de compte. Donc c'est une action continue. Si elle est arrêtée pour quelque chose, en fait, elle ne reprend pas. On ne peut pas arrêter, faire venir un médecin, repartir. On se souvient du combat de Benoît Saint-Denis, par exemple, où on voit qu'il est marqué, il est ouvert. En aucun cas et sur aucune compétition de MMA, on va arrêter le saignement et faire repartir le combat. C'est pas possible. Donc s'il y a un arrêt, c'est-à-dire que si on considère j'ai mal à l'orteil pour une raison X ou Y et je peux pas continuer, si l'arbitre arrête ou si le médecin intervient, le combat repart pas. Pourtant, Doumbé, c'est un combattant qui est quand même assez expérimenté. Qu'est-ce qu'il cherchait en fait?
Je pense que c'est un combattant qui effectivement a une très grande expérience en kickboxing et en pied-point. On est sur une nouvelle génération de combattants qui certes va s'entraîner depuis très très longtemps et qui va choisir aussi d'évoluer directement en professionnel, ce qu'on comprend tout à fait. Par contre, il y a une acculturation aux règles de MMA. Aujourd'hui, j'ai très peu d'arbitres qui viennent d'une autre discipline et qui sont sur le MMA. On n'a pas d'équivalence, c'est-à-dire que les arbitres devront repasser par notre niveau de formation. D'abord, il y a un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Le niveau 1, c'est tout ce qui est périphérique à la cage. Le niveau 2, c'est le jugement. Et le niveau 3, c'est l'arbitrage. Donc en fait, c'est des compétences qui sont croissantes. Et de la même manière, pour les athlètes, ça veut dire qu'il faut aussi connaître les règles techniques et de sécurité. Il faut connaître de quelle manière ça fonctionne, le compte, la position de l'arbitre, les commandements, le stop time, le rôle de chacun autour de la cage. C'est pas anodin, il y a 11 officiels autour d'une cage de MMA. C'est autant de personnes que d'officiels sur un terrain de tennis, mais on s'en rend pas compte. Mais en fait, on a quand même 11 officiels pour veiller justement à cette coordination et cette sécurité. Et l'arrêt de marque, c'est avant tout un dispositif de sécurité. C'est pas une sanction à l'encontre du combattant, c'est un élément qui dit si t'es pas apte à te déplacer et à te défendre, à ce moment-là, on arrête. C'est vrai qu'il y a une assez grosse zone d'ombre pour le grand public sur toutes ces questions d'arbitrage, etc. Et sur le rôle de l'arbitre, que doit faire l'arbitre s'il y a un élément extérieur? Parce que là, c'était, je pense, un élément qui était extérieur au combat. Donc effectivement, il y a une entente qui devra se faire sur ce qui est un élément extérieur et ce qu'on attribue aussi à la perturbation. Aujourd'hui, si effectivement il y a un élément extérieur, si par exemple il y a une porte qui se ferme mal, s'il y a quelque chose qui tombe, si quelqu'un envoie un briquet ou une bouteille d'eau, des choses qu'on a déjà vues, effectivement il y a interruption de l'arbitre, les combattants sont placés dans les coins neutres et jusqu'à ce que ça puisse reprendre. Si ça ne peut pas reprendre, on a un arrêt du combat et là pour le coup c'est un no contest et c'est comme si le combat n'avait pas eu lieu en fait. Mais aujourd'hui, de là à dire qu'on est sur l'intervention d'un élément extérieur pour cette écharde qui est dans le pied, c'est assez compliqué. Si jamais il y a un recours, le recours de toute façon sera traité et instruit au sein de la Fédération française de boxe dans une commission dédiée à cet effet et au regard des éléments apportés, ce sera requalifié ou non. Quand Doumbé a vraiment exprimé vouloir déposer ce recours, est-ce qu'il a une chance d'aboutir? C'est des éléments qui vont être instruits et justement en fonction de tout ce qui sera collecté sur l'événement. Aujourd'hui, on a quand même un arbitre qui nous a laissé un rapport circonstancié où on a le déroulement des événements. On a après une position du coin Doumbé. On aura aussi une position du coin Baki. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, requalifié en no contest, c'est aussi retirer une victoire à Baki. Comme il l'a stipulé, c'est vrai que le MMA, c'est comme ça, c'est-à-dire que la blessure, ça fait partie de l'élément. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est une blessure à cause d'un élément extérieur parce que, justement, c'est une écharpe dans le pied? Est-ce qu'on peut considérer qu'une écharpe dans le pied est suffisamment invalidant pour empêcher l'arrêt du combat? Et c'est tous ces éléments-là qui vont être récupérés et qui vont être analysés pour qu'on puisse dire si ce sera invalidé ou non. Pour toi, c'est une demande qui est justifiée? Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des requalifications. C'est le problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas satisfait, je ne suis pas satisfait de la posture de l'arbitre, je ne suis pas satisfait. Et en fait, on a une recrudescence de ce type de choses. À l'international, ça n'existe pas. Il y a très peu il n'y a pas de réclamation en fait. Il y a très peu de réclamations. Aujourd'hui, en 2024, parce qu'on est à la 4e année du projet, la fédération, elle aborde ces éléments-là d'une manière pédagogique. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le MMA, il vient d'arriver. Et donc, il faut aussi discuter, il faut expliquer, il faut parler au public, il faut parler aux entraîneurs, il faut parler aux combattants et expliquer ce qu'est le MMA. Il était important de monter un circuit amateur. Donc, on a monté un circuit amateur de sorte à ce qu'on ait des combattants qui arrivent sur l'activité MMA et que depuis le début de leur carrière, ils puissent connaître les usages et ça nous fera des professionnels qui seront mieux informés avec des coachs aussi qui seront mieux informés. Pour toi, oui, cette recrudescence des demandes de recours, ça vient bien d'un manque de connaissances en fait, des combattants, des règles. Pour moi, ouais, cette prolifération des recours, c'est exactement ça. Même les critères de jugement sont encore méconnus. On a eu le pancrace pendant des années, où en fait sur le pancrace, on faisait la somme des actions en percussion, la somme des actions en lutte et la somme des projections. Et on se disait, ouais, j'ai été le plus actif,
Et de fait, c'est moi qui gagne. Sur les MMA, c'est pas ça. Sur les MMA, ce qui est valorisé, c'est l'action qui crée le plus de dégâts. Ça veut dire que si je fais 10 amenés au sol, mais que 10 fois je tombe sur les fesses et qu'il n'y a pas de dégâts, ça aura beaucoup moins de valeur que si je fais une vraie projection avec un dégât infligé. Et on a dû aussi discuter avec les coins, avec les coachs, puisque sur les premières compétitions, les décisions rendues ne coïncidaient pas avec la perception qu'avaient les coachs, qui avaient fait aussi du pancrace pendant des années. On a finalement le nombre d'écoles qui sont sorties à l'international ou qui ont eu l'opportunité d'avoir des athlètes qui évoluent à l'international, il n'est pas si important que ça en France. Donc aujourd'hui, on a une diffusion massive. Et profitons de cette diffusion pour aussi expliquer comment ça fonctionne, comment on juge, le fait qu'on n'a pas d'interaction avec l'arbitre, ou si j'en ai une, c'est pour dire mon bras est cassé ou mon orteil est foulé, ça va pas. Mais même quelqu'un qui aurait un saignement dans l'œil où le sang viendrait dans l'œil et tu verrais plus d'un côté, c'est pas dit que l'arbitre il te laissera travailler. Sauf si tu invoques, je vois plus rien, et à ce moment-là, vous voulez continuer, oui, non, ok, on arrête. Et aujourd'hui, ça c'est toute une acculturation qui est nécessaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la procédure globalement du recours et combien de temps ça peut prendre? Donc la procédure du recours, le coin peut dans la semaine qui suit l'événement nous faire parvenir par courrier, par mail, par courrier électronique justement un rapport détaillé de ce qu'il pense et de la manière dont il a perçu les éléments et de ce qu'il attend aussi de la commission. Ce rapport, comme je l'ai dit, est instruit à la Fédération française de boxe, transmis aussi au service juridique, qui en fonction de nos règles techniques et de sécurité et du code du sport, va pouvoir émettre une décision, et on a un comité d'experts qu'on appelle le BTO, le Bureau technique des officiels, qui est composé de 8 officiels, qui lui aussi va rendre un avis par rapport à ce qui nous a été parvenu, et c'est cet avis qui va alimenter justement le process de décision. On a beaucoup spéculé sur l'origine de cette écharde, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la cage. Et on a pointé du doigt le fait que le PFL a fait rentrer énormément de monde dans la cage entre les combats. Est-ce que pour toi le PFL a vraiment manqué de prudence? Savoir si le PFL a manqué de prudence, c'est assez difficile à définir. Dans justement la codification et le cahier des charges, il est stipulé que justement la surface de combat doit être propre et nettoyée. Aujourd'hui, on a des organisateurs qui vont être très scrupuleux et on a des organisateurs qui vont être un peu plus légers sur l'élément. Il y a toujours un superviseur de compétition de la FMMAF qui est présent sur toutes les compétitions, et le superviseur, il veille au mieux à ce que les surfaces soient nettoyées. Maintenant, aujourd'hui, on a un code sportif, on a des règles techniques et de sécurité, le document fait 60 à 70 pages, parce que justement, on est obligé, à chaque fois qu'on a des choses comme ça, de faire un retour d'expérience et de dire, on va être encore plus précis sur, quand on dit qu'une surface doit être nettoyée, doit être propre, en fait, il faudra qu'on rajoute aussi d'autres éléments pour s'assurer que l'organisateur veille bien à le faire. Nous, la fédération, on est en charge de toute la sécurité sur ce qu'on appelle le field of play, donc toute la surface. Et l'organisateur, c'est lui qui va rajouter tout un tas de choses, s'il faut marcher de là jusque là, si la caméra doit être là. Et ça, en fait, c'est la manière dont lui va gérer l'événement. Aujourd'hui, sur les MMA, on est confronté à deux choses. C'est que d'un côté, on a le volet sportif, et ça, c'est notre boulot, donc on est à fond dessus. Et d'un autre côté, on a le volet spectacle. Et nous, on est toujours en train de veiller à ce qu'on ait quelque chose qui ne soit pas trop du registre du spectacle au détriment du sportif, et qu'on ne soit pas trop dans une rigueur qui, justement, étouffe ce côté spectacle. Et en fait, c'est quelque chose d'assez fin. Et avec les organisateurs, ça peut aller du tout au tout. On a des organisateurs qui sont vraiment orientés sur le sportif, d'autres plus sur le spectacle. Et en fait, notre travail, c'est toujours d'ajuster, et même au cours de la compétition, on est toujours sur des ajustements pour être sûr que justement on ait une compétition de qualité. Et est-ce que justement le PFL n'a pas trop penché vers le côté spectacle ce soir? Ça a été un positionnement du PFL. Les interlocuteurs qu'on a au PFL, comme Dan Hardy, qui lui aussi est un ancien athlète et qui est très conscient du volet sportif. On a de très bonnes relations avec le PFL, c'est des choses qu'on arrive très facilement à expliquer. Maintenant, Dan Hardy, il n'est pas seul, c'est une grosse orga, il y a beaucoup de choses, et il y a des choses que nous, on a découvert sur place, parce que ça ne correspond pas au cahier des charges, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on nous a dit initialement, et on doit avoir une vigilance de chaque instant, parce qu'on voit que parfois le dispositif, il peut évoluer. C'est des très très grosses machines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment près d'une centaine de personnes, il faut être sûr que l'information, elle circule bien à tout le monde,
monde et qu'on n'ait pas quelqu'un qui prenne une initiative qui soit au détriment de la sécurité et qui surtout ne soit pas en conformité avec le code sportif. Donc c'est pour ça que c'est une vigilance de chaque instant. Il y a eu aussi un énorme scandale, tu l'as sans doute tout le temps sans doute entendu parler aussi, avec la skieuse qui fait dire par le public qui était mort, etc. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin là? Pour nous, on est vraiment sur le volet sportif et on a une mission qui est aussi une mission d'encadrement, de pédagogie. Il y a des choses qu'on essaye de faire passer avec l'activité MMA et qui sont pour nous difficiles à entendre. Donc on est de la même manière stupéfait, on ne s'attend vraiment pas à ça. On n'a pas d'informations là-dessus. C'est un staff qui fait partie de la communication, donc qui est entre guillemets en dehors du volet sportif que nous on gère, même si nous on gère finalement la sécurité sur la compétition. On peut juste rappeler aux organisateurs et aussi aux athlètes que, effectivement, proférer comme ça des menaces de mort, c'est peut-être du second degré, mais il y a des choses qui sont pas du registre de l'acceptable et qui peuvent être pris au premier degré. C'est assez délicat. C'est pas des choses qu'on doit entendre. On entend aussi parfois le public scander des insultes. C'est pas des choses qu'on souhaite entendre, mais c'est des choses aujourd'hui où nous, en tant que fédération, on va émettre un avis, puisqu'on fait systématiquement des retours d'expérience avec les organisateurs, en stipulant qu'il y a des choses qu'on souhaite pas voir apparaître de nouveau. Mais malheureusement, c'est des choses sur lesquelles nous, on a assez peu de pouvoir et qu'on constate toujours quand elles se produisent ou a posteriori. Donc c'est toujours délicat. Et c'est pour ça que, concernant le code sportif, aujourd'hui on est à la V9 depuis 2020, donc ça veut dire que, sachant qu'il y a des versions intermédiaires, on doit en être peut-être à la 13e version, et c'est la 13e version parce que à chaque fois on l'enrichit pour essayer de restreindre et limiter tous les écarts et débordements. Après quelques jours de recul, quel bilan tu tires en fait de cette soirée du PFL, qui était l'une des soirées sans doute les plus attendues du MMA français? Je pense par rapport à cette soirée qu'il y a forcément des points à revoir dans une quête d'amélioration. Je pense que ça reste malgré tout quelque chose de positif, puisque voir Bercy plein, ça fait plaisir pour une activité qui, il y a 4 ans, n'existait pas sur le territoire, tout du moins sur son volet compétitif. Donc c'est toujours bien. Quand on est comme nous, passionné par le MMA, de voir l'engouement. C'est bien pour nous parce que ça fait 20 ans qu'on est dans le MMA et c'était quand même une niche, hein. On était pas très nombreux, et aujourd'hui voir qu'on partage ça avec le plus grand nombre, ça fait plaisir. Maintenant, il faut qu'on ait une vigilance sur les dérives, il faut que l'activité reste ce qu'elle est et ce pourquoi elle nous passionne et ce pourquoi on l'aime. Il ne faut pas qu'elle se travestisse derrière trop de spectacles tout en étant accessible. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fin, mais les indicateurs sont très bons. On voit une émergence du plateau amateur qui est de très bonne qualité, qui sera encore de meilleure qualité, qui produira des pros de très bonne qualité qui vont assurer le spectacle. Le niveau français, il était bon, mais il devient meilleur de mois en mois, on le voit, et notamment avec des Français qui évoluent aujourd'hui à l'UFC. On a de plus en plus de Français à l'UFC, ce qui n'existait pas. La prestation de Benoît, c'est quand même face à Dustin Poirier, c'est pas rien, et c'est aux États-Unis, c'est un gros événement. C'est l'UFC 299, c'est une belle prestation. On a Fares Ziam aussi. On a tout plein d'athlètes comme ça qui évoluent, et il faut qu'on continue, mais par contre, on se rend bien compte que ça doit rester quand même scrupuleusement sécurisé et réglementé pour que ce soit agréable pour tous, quoi. Merci Lionel pour ton temps et ton éclairage précieux.